Bonsoir à tous. Ce même dimanche, en communion les uns avec les autres, orthodoxes, protestants et catholiques célèbrent la grande fête de Pâques. C'est l'occasion pour nous de mieux connaître la réalité, le paysage orthodoxe français. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Carole Sabat. Bonsoir Monsieur Carole. Bonsoir Véronique. Bon, comment allez-vous? Très bien. En cette veille de Pâques, nous sommes mercredi saint. Grande préparation. Oui, grande préparation. Alors vous êtes porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Vous êtes laïque. Tout à fait. Père de famille. Tout à fait. Orthodoxe du diocèse antiochien. Donc ça recouvre quelle région du monde, ça? C'est la Syrie, en fait. C'est la Syrie, le Liban, c'est toute la région. En fait, Antioche, c'est la ville historique, je dirais, là où les chrétiens, selon les actes des apôtres, ont été pour la première fois appelés chrétiens. Oui. Et donc là où Saint Paul a été quelque part, en fait, en passant par Damas pour un peu persécuter les chrétiens. Et il a vécu sa conversion. Et puis avant d'aller plus loin, je voudrais dire aussi que vous êtes avocat de profession. Absolument. Alors, en quelques mots... Rien vous cacher. Oui, bah voilà. En quelques mots, quels sont les différents patriarcats, rapidement, qui recouvrent la réalité du monde orthodoxe? Tout à fait. En fait, l'Église orthodoxe est à la base considère comme étant l'Église apostolique. Oui, donc elle est tout à fait. Elle remonte jusqu'au temps des apôtres. Et donc ça couvrait toute la région, ce qu'on appelait la pentarchie à la base. La pentarchie, c'est-à-dire du mot grec, en fait, c'est 5 patriarcats, les 5 patriarcats anciens, c'est-à-dire Constantinople, Jérusalem, Alexandrie, Antioche et Rome. Et à partir de là, donc en fait, les choses se sont développées petit à petit. Il y a eu la mission dans les pays slaves. Donc par la suite, il y a eu le patriarcat de Moscou, qui était une métropole en fait du patriarcat de Constantinople à la base, 1500 et quelques. Et donc la conversion des Russes date d'avant, mais le patriarcat de Moscou, et par la suite, donc il y a eu toutes les autres églises qui se sont petit à petit formées et constituées, comme l'église de Roumanie, l'église de Serbie, le patriarcat de Géorgie, bien sûr, et différentes églises qui se sont par la suite formées, comme l'église par exemple des pays tchèques et slovaques, l'église de Pologne. Donc ça couvre toute la... Donc ça c'est, je dirais, la formation de l'Église orthodoxe. Donc le patriarcat de Rome faisait partie jusqu'à la séparation en 1054. Et par la suite, donc il y a eu des phénomènes, ce qu'on appelle les phénomènes de diaspora quelque part, essentiellement au XXe siècle. Avant de parler de la diaspora, donc Constantinople a la primauté historique. Tout à fait. Et honorifique. La primauté historique, ce qu'on appelle la primauté d'honneur, qui n'est pas une primauté juridique. Oui. C'est une primauté d'honneur, c'est-à-dire c'est en fait tous les évêques, primus inter pares, ce qu'on dit en fait la formule, tous les évêques sont égaux entre eux-mêmes. Et il y a un premier qui est reconnu comme étant le premier, donc il y a une primauté d'honneur, qui est une primauté de préséance, mais aussi un certain nombre une diaconie, c'est-à-dire un service quelque part de l'unité. Et à la base, c'était Rome en fait, qui avait cette primauté d'honneur. À partir du moment où la séparation a eu lieu entre les 4 patriarcats de base et les autres églises orthodoxes et Rome, cette primauté d'honneur est revenue par la suite à Constantinople. Alors, donc maintenant nous allons parler de la France. Est-ce que tous ces patriarcats dont vous venez de nous parler sont représentés en termes de population en France ? Pas toutes les églises orthodoxes. Alors, ce qu'on appelle en fait, dans l'orthodoxie, on a un principe qui est l'église locale, le principe de l'église locale. Et ces églises locales, donc, c'est des diocèses qui se forment, c'est des zones géographiques, culturelles, de civilisation, comme le patriarcat d'Antioche, par exemple, qui recouvre plusieurs pays, comme la Syrie, le Liban, la Palestine, aujourd'hui, en fait, les pays du Golfe aussi, d'une certaine manière. Donc, c'est des zones de langue, c'est des zones civilisationnelles. Ces églises sont ce qu'on appelle des églises autocéphales. Autocéphale, ça vient le terme képhalos en grec, c'est la tête. Donc, autocéphale, c'est des églises qui se gouvernent. Donc, ce qui regroupe un peu toutes ces églises autocéphales qui se sont constituées soit sous forme de patriarcat, soit sous forme d'églises comme par exemple l'église de Grèce où il y a un archevêque en fait. C'est des églises qui se retrouvent toutes essentiellement dans une unité de la foi, unité de la tradition liturgique et spirituelle, mais en même temps dans une pluralité d'expression. Alors en France, qui sont les orthodoxes de France? D'où viennent-ils et combien sont-ils? Tout à fait. Alors, je ne vais pas remonter, je dirais, dans la durée, historiquement, sur la présence de l'Église orthodoxe en France ou de la présence orthodoxe en France, essentiellement à partir du 19e siècle. Je vais me concentrer à partir de là. À partir du 19e siècle, il y a eu plusieurs mouvements en fait, qui ont été déclenchés d'émigration. Un des premiers, essentiellement, c'est des familles de Chios, en fait, de l'île grecque de Chios, et qui ont rompu le blocus après la guerre d'indépendance pour venir. Et il y a un certain nombre qui sont venus s'installer à Marseille.
Marseille. À Marseille, et donc, oui. à partir du milieu du 19e siècle, il y a déjà la constitution, l'érection d'une première église, qui est l'église de Marseille, en fait, qui dépend de la cathédrale de la métropole grecque de France, donc du patriarcat œcuménique. Et par la suite, il y a eu des mouvements aussi, ce qu'on appelait davantage des églises d'ambassade. Donc, quelque part, un peu, il y avait une intelligentsia roumaine qui venait. Ça, c'était quand? Ça, c'est au milieu du 19e siècle aussi. Il y avait aussi pas mal aussi de va-et-vient entre la Russie et la France pour des raisons historiques qu'on connaît. Donc, il y avait une présence orthodoxe, mais c'était une présence davantage qui était cantonnée, pas massive, pas sociologique, mais davantage cantonnée de ce qu'on appelle, entre guillemets, les églises d'ambassade. Donc, il y avait pas des paroisses, mais il y avait des églises, des célébrations qui se faisaient dans le cadre, je dirais, des ambassades. Et par la suite, essentiellement, le mouvement migratoire a commencé essentiellement à partir du début du XXe siècle. Et le premier mouvement migratoire de masse était dû essentiellement à la révolution soviétique en Russie. Donc, à partir de 1920, il y a eu un mouvement massif, je dirais, de venue de Russes en France, a suivi aussi une autre vague aussi de mouvements migratoires. Et ces personnes, elles habitent où aujourd'hui? Elles sont dispersées un peu sur toute la France, sur tout le territoire français. Tout à fait. Alors après, il y a eu en 1923 aussi la crise d'Asie mineure. Bien sûr. Et donc le déplacement de beaucoup de populations à cause de la guerre d'Asie mineure, de populations grecques, qui se sont venues s'implanter à partir de Marseille, mais qui sont commencées à remonter dans le Midi, et puis petit à petit en fait sur Paris, avec une présence de plus en plus massive. La cathédrale russe, par exemple, dont à Saint-Alexandre Nevski, on va fêter cette année le 150e anniversaire, a été, je pense, inaugurée en 1861. La cathédrale grecque en 1893. À l'époque, je pense que c'était le président français qui avait inauguré la cathédrale grecque. Donc, petit à petit, en fait, ces mouvements migratoires ont commencé à installer d'une manière massive des populations venant de pays d'origine orthodoxe, dont la plupart étaient démunis quelque part, parce qu'ils ont vécu des logiques de guerre, de déplacement, de réfugiés politiques en grande partie, comme par exemple ces bateaux d'intellectuels et de grands penseurs religieux russes qui ont été poussés par Lénine en dehors de la Russie et qui sont venus en grande partie s'installer en France. Et par la suite, il y a eu des vagues, d'autres vagues. Après la chute du communisme, par exemple? Même avant la chute du communisme, par exemple, il y a eu une grande vague d'Antiochiens. En 1925-27 aussi, qui sont venus de la zone, ce qu'on appelle la zone de la région du Saint-Jacques-d'Alexandrette, qui sont venus s'installer plutôt dans le sud de la France. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu aussi un deuxième mouvement migratoire. Et puis, à partir des années 70, c'était essentiellement les mouvements migratoires de pays venant de l'Est, par exemple la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie, essentiellement. Soit c'était des immigrations dues aux problèmes économiques, aux problèmes aussi politiques en fait dans ces différents pays, ou à cause de la guerre, par exemple, comme les communautés antiochiennes, libanaises, syriennes, qui sont venues à partir de 1975 s'installer dans le paysage français. Parce qu'elles sont très francophiles. Tout à fait, francophiles. Il y avait une prédisposition, je dirais, pour les Libanais, les Syriens en grande partie, de pouvoir venir s'installer en France, parce qu'il y avait déjà, en fait, moi-même, je suis venu en 1989, mais pas dû à la guerre, pour d'autres raisons. Alors, il y a une immigration russe encore récente. Pour quelles raisons? Tout à fait. Là, quelque part, après la chute du mur de Berlin, aussi, il y a ce qu'on appelle la nouvelle émigration. Alors, il y a l'attrait de l'Occident, il y a de nouvelles, je dirais, difficultés économiques qui sont vécues dans les pays qui ont recouvert la liberté, dans les pays de l'ex-bloc soviétique. Et donc, il y a des raisons très différentes, parfois économiques, parfois, je dirais, de l'attraction, comme je disais, de l'Occident, la découverte de nouveaux horizons. Il y a des communautés qui viennent s'installer. Par exemple, la dernière émigration, il y a des émigrations russes qu'on appelle les nouveaux Russes, mais aussi une immigration massive des Roumains. Et les Roumains, ils ont cette facilité parce qu'ils sont entre à la fois le monde byzantin et le monde latin et le monde slave, donc ils sont un peu une plaque tournante, c'est un peu les Antiochiens de l'Europe. Ils sont un peu dans une plaque tournante et il y a une immigration massive de Roumains en Europe. Est-ce qu'il y a des Français de souche convertis à l'orthodoxie qui ont rejoint votre communauté orthodoxe en France? Tout à fait, tout à fait. Donc ça, en fait, c'est un mouvement de plus en plus quand l'orthodoxie, quelque part, sort dans les trois étapes, je dirais, de son évolution. Un peu, on a commencé par une étape, moi je les schématise comme ça, le foyer du souvenir, où c'était des populations immigrées. Aujourd'hui, on est à la 4e, 5e génération. Complètement intégré, finalement. Complètement intégré. Et donc, quelque part, il y a un processus de passage du foyer du souvenir vers une période transitoire, qui était la période de l'intégration. Et aujourd'hui, on est davantage, je dirais, dans l'enracinement de cette intégration. Alors, et dans Olivier Clément, j'aimerais revenir donc sur les Français convertis à l'orthodoxie. Olivier Clément était un de ces personnages. Tout à fait. Qui a beaucoup compté pour vous dans la fondation de l'unité
et de la prise de conscience d'être une communauté, une réalité orthodoxe en France. Absolument. Comment elle s'est faite, cette unité, cette prise de conscience? Si ça revenait qu'à moi, je dirais, je mettrais Olivier Clément un peu dans le même piédestal que quelqu'un comme Dostoïevski, c'est-à-dire quelqu'un qui était à la fois visionnaire, parce que, et son expérience personnelle, bien sûr, c'est quelqu'un qui a été un grand-père pour nous tous, pas dans le sens de la grande paternité, mais de la paternité spirituelle, mais aussi théologique. Et donc, en même temps, sa vie, son itinéraire personnel était un itinéraire très intéressant, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est venu d'un milieu très franco-français, très enraciné, je dirais, dans une forme d'athéisme et de socialisme. Il a tout découvert, en fait. Hein, il a été en quête, c'est quelqu'un qui était en quête, et donc en recherche, et après différentes recherches, dans différentes expressions spirituelles ici ou là, et il décrit ça parfaitement dans son livre L'Autre Soleil, qui est son autobiographie spirituelle, et qui est un livre remarquable. Il explique comment il est venu à l'orthodoxie à l'âge de 30 ans. Donc il a été baptisé, il était déjà adulte, affirmé et agrégé d'histoire. Donc il était un peu dans tout. Et c'est quelqu'un qui a donné énormément à l'orthodoxie en France, justement dans cette vision d'une synthèse. Et ce qu'il disait tout le temps, que l'organisation de l'Église orthodoxe en France doit être originale ou elle ne devrait pas l'être. Pourquoi? Il disait parce qu'on n'est pas une seule. Quoi Original, pourquoi? Parce que on vit à la fois le défi de l'unité et de la diversité. Oui, absolument. Et ça, c'est particulier à la diaspora, et plus particulièrement à la France, parce que la France était un terrain très particulier, je dirais, dans l'orthodoxie en diaspora. Donc le défi de l'unité, à l'image un peu de la Trinité. C'est-à-dire on est dans l'unité, mais aussi dans la logique de la diversité. L'orthodoxie, en France, elle est une dans la foi, dans l'ecclésiologie. On participe tous à la liturgie, on vit la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Maintenant, en période de carême, on vit la liturgie de Saint Basile, le Grand. Donc on se retrouve tous dans la même expression. Et Olivier Clément, il était un peu à la fois, je dirais, le visionnaire de la projection de l'orthodoxie dans la modernité, en Europe occidentale, son intégration. Et ce qu'il disait, c'était toujours en fait la synthèse, le défi de l'orthodoxie, le défi de la synthèse positive, entre ce que nous sommes d'origine et ce que nous sommes appelés à être, c'est-à-dire des témoins du Christ. De l'orthodoxie, pas des orthodoxes. Et c'est de cette unité dans la diversité quelle est la richesse orthodoxe est là, en fait, dans cette diversité. Mais ça ne doit pas être facile à fédérer, cette diversité. Alors vous qui êtes porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, quel est son rôle? Donc là, effectivement, en fait, cette perspective est intéressante parce qu'elle montre à la fois qu'on a différentes églises locales qui sont représentées en France parce qu'il y a des communautés qui sont là. Donc vous avez les Grecs, vous avez les Russes, vous avez les Antiochiens, c'est-à-dire tout ce qui est arabophone, vous avez les Roumains, les Serbes. Donc c'est ça, toute l'originalité de l'orthodoxie en France, et c'est ça, cette diversité, sa richesse. Et en même temps, la question de la gouvernance de l'Église, comment en fait tout se coordonne, comment tout se met en place. Donc sur la perspective, je dirais, de tout le travail, et c'est pour ça que la France a toujours été considérée en diaspora comme un peu l'exemple pilote, parce qu'il y a eu d'une manière très anticipée, sous l'influence, je dirais, de l'institution Saint-Serge, qui s'est mis en place en 1925. Donc on a fêté en 2005 le 80e anniversaire de l'institution Saint-Serge. Vous voulez dire que la France est le premier pays dans lequel il y a une assemblée des évêques orthodoxes? Tout à fait, c'est aussi le cas. C'est là qu'elle est pilote, oui, d'accord. C'est aussi le cas. Donc il y a eu tout ce qu'on appelle l'école de Paris, donc le passage de grandes personnalités, de grands théologiens, comme Alexandre Schmemann, comme le père Serge Bulgakov, qui a été le fondateur de Saint-Serge, comme le père Georges Florovski. Donc c'est des grands théologiens, le père Jean Mahendorf. C'est des grands théologiens qui ont marqué pas seulement la France et la théologie orthodoxe en France, mais la théologie de l'ensemble de l'Église orthodoxe. Donc il y a déjà tout ce rayonnement, je dirais, de l'orthodoxie, dont l'importance ne dépend pas du numérique. Je veux dire, c'est pas notre nombre en fait qui fait, c'est un rayonnement. Mais moi, j'aimerais bien savoir combien d'orthodoxes vous êtes en France. Ça, il n'y a pas de, je dirais, de sondage ou de recensement. Mais moi, je pense qu'il doit y avoir facilement autour de 400 000, entre 350 000 et 400 000, ce qui est pas mal. Alors après, vraie réalité. Tout à fait. Donc, dans le prolongement de tout ce travail, déjà en 1967, il y a eu la constitution d'un comité interépiscopal orthodoxe, et c'est une avant-première dans tous les pays en diaspora. Avant, ça n'existait pas. Donc, la figure du mitropolite Meletios, qui est le prédécesseur de Monseigneur Emmanuel et de Monseigneur Jérémie, en fait, qui était là. Monseigneur Emmanuel, c'est le métropolite de la métropole grecque, en fait, du patriarcat œcuménique en France, et il est le président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Et nous le recevrons demain sur KTO. Tout à fait, absolument. Et donc, le métropolite Meletios a été, en fait, le fondateur de ce comité interépiscopal.
Et c'était un comité informel, donc qui a travaillé, dont l'objectif était de coordonner un peu les positions des orthodoxes dans le dialogue œcuménique, et qui petit à petit s'est transformé en un outil où les orthodoxes se retrouvaient entre eux pour travailler, collaborer sur des questions d'intérêt commun. Et il y a toute une tradition depuis 1967 de travail en commun dans ce cadre informel jusqu'en 1997 où l'Assemblée des évêques orthodoxes de France a été formée d'une manière officielle. Et ça, je reviendrai un peu au niveau de l'Église orthodoxe universelle. Il y a un travail qui se fait pour régler la question de ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire la dispersion orthodoxe dans les pays hors des juridictions anciennes. Et là-dessus, il y a eu plusieurs consensus et travaux qui ont eu lieu dans des conférences préconciliaires réunies à Genève, qui préparent le concile panorthodoxe, où ils ont déterminé que dans un certain nombre de pays en Occident, dont la France, et le modèle français a été utilisé comme un modèle pilote, il faut commencer à constituer des assemblées d'évêques orthodoxes dans les différents pays. Et donc l'assemblée, l'AOF, a été la première qui a été constituée. Et aujourd'hui, là, il y a quelques mois, en fait, il y a tout un travail qui se fait en Espagne, en Italie, pour la constitution d'assemblées des évêques, en Allemagne, en Suisse. Et donc, il y a des assemblées qui se constituent ici ou là, sur le modèle de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, un peu. Maintenant qu'elle est autonome, enracinée en France, cette Église orthodoxe, de quelle manière elle participe à l'évangélisation, à l'audace missionnaire, à l'annonce de l'Évangile, hein, on est dans ce temps de Pâques, que c'est d'actualité. Pour dire juste deux mots en fait sur l'Assemblée, elle est constituée en fait par le Collège des évêques, donc tous les évêques orthodoxes canoniques en France qui ont une juridiction avec des paroisses sont représentés. Après, il y a des commissions qui travaillent à l'intérieur même de l'Assemblée des évêques. Il y a 7 commissions. Il y a une commission théologique, il y a une commission liturgique, il y a une commission donc liturgique, mais aussi qui travaille tout ce qui est un peu les nouvelles traductions en français, des offices, etc. Et il y a une commission en fait du dialogue interreligieux et interchrétien. Et il y a une commission mass média en fait et communication dont je suis le responsable, tout à fait. Et puis très dernièrement, on a constitué en fait à l'Assemblée des évêques une commission pastorale. Parlons-en de cette pastorale. Tout à fait. Quels sont vos mouvements, vos services, ce que vous appelez la diaconie? Tout à fait. Et c'est ça un peu, je dirais, le cœur, je dirais, du témoignage de l'orthodoxie en relation avec les autres églises aussi et les composantes de la société française. J'utiliserai une image de Saint Silouane de Latos qui disait que entre l'aigle, il représentait l'aigle comme étant le théologien, celui qui peut vraiment voler partout, aller dans les plus hautes montagnes et les cimes, et le coq qui reste en fait dans sa basse-cour quelque part et qui ne va pas dans les mêmes. Et donc il faut trouver un bon langage entre la théologie et la pastorale. Et ça, comment vous le trouvez alors? Et ça, il y a les questions catéchétiques, il y a les questions, je dirais, de transmission de la foi, et tout ça, ça doit être enraciné, je dirais, dans le vécu de notre tradition, c'est-à-dire dans nos apports successifs. Votre richesse, toute richesse qui vient de Russie, et on est très, très divers, on est très pluriel dans cette richesse-là. Mettre tout ça au service, je dirais, de la localité de l'Église, c'est-à-dire vivre et interagir d'une manière audacieuse et claire, je dirais, dans le vécu de la foi ici. Et quand je dis d'une manière audacieuse et claire, là aussi, c'est pas pour témoigner pour les orthodoxies, parce que parfois on nous cantonne d'une manière très exotique dans l'orthodoxie russe, l'orthodoxie. Pour moi, il y a une seule Église orthodoxe qui a des expressions multiples et plurielles, à l'image de la Trinité. Et donc, pour témoigner du Christ, du vécu dans le Christ et en Christ. Et ce témoignage ne peut être qu'un témoignage d'audace, parce que par rapport à la radicalité de l'Évangile, il faut qu'il y ait une radicalité de l'engagement et de l'expression de cet engagement. Et ça, parfois, en fait, nous, en tant que chrétiens, je parle d'une manière générale, on est parfois cantonné, on ne sait pas, entre le privé et le public, quelle est notre expression dans le monde. Alors cette audace, vous la vivez comment? L'alchimie avec le monde, qui est quand même indifférent, elle se fait comment avec votre richesse d'orthodoxe? Moi, je pense qu'il y a 3 niveaux de ce que j'appelle la mission. Le premier niveau, c'est au niveau très personnel, je dirais. Parce qu'on ne peut pas rayonner en dehors, dans la logique de l'Évangile qui dit « viens et vois ». Si on n'incarne pas soi-même. Si on n'a pas trouvé, au niveau personnel, au niveau paroissial et diocésain, et au niveau, je dirais, plus global, un certain équilibre, à la fois spirituel. Et moi, je présente ça un peu comme la dynamique spirituelle, comme la montée de Moïse sur le mont Sinaï. Donc il y a des étapes.
Mais c'est des étapes dans une montée, bien, dans une ascension. Et l'objectif, c'est d'arriver vers la présence et vers l'unique nécessaire. Et à partir de là, où on sait gérer ces différentes étapes, c'est-à-dire on sait trouver l'équilibre au niveau personnel, on sait trouver l'équilibre au niveau paroissial, au niveau diocésain, pour que nos paroisses soient des lieux de vie et non pas des lieux tout simplement de transmission, je dirais quelque chose de figé. Olivier Clément aimait bien souvent dire que parfois, en fait, on a des richesses énormes, liturgiques, spirituelles, de l'icône dans l'orthodoxie, mais on les met parfois dans un coffre et on s'assoit dessus. Donc l'idée, c'est de décoffrer un peu de tout ça et de montrer. Et tout ça, ça nécessite bien sûr la formation de pasteurs, les questions catéchétiques, les questions de témoignage au cœur, je dirais, de la société. Par exemple, actuellement, on travaille pas mal sur les questions d'aumônerie, par exemple, au niveau des prisons. Pour que notre témoignage orthodoxe à l'intérieur des prisons, il y a une aumônerie nationale qui se met en place. La même chose au niveau des hôpitaux. Je pense que c'est cette dynamique missionnaire dans laquelle les chrétiens doivent se mettre. Et la jeunesse orthodoxe, elle contribue à cette dynamique missionnaire? De quelle manière? Elle est présente en masse dans l'Église orthodoxe? Tout à fait, tout à fait. Elle est présente parce que il y a une dynamique de vécu aussi liturgique qui fait, si vous allez dans une célébration orthodoxe, de prime abord, vous regardez ça de l'extérieur, vous trouvez ça entre guillemets très très désordonné, mais bon, c'est une expression, c'est très solennel, et en fait c'est très pompant, c'est pour ça on présente parfois d'une manière un peu exotique, mais derrière tout ça il y a une logique de vie qui transcende un peu les générations, c'est-à-dire les différentes générations, et les jeunes sont très impliqués dans la vie de l'Église. De quelle manière? Mais ils sont impliqués avec leur liberté, avec leur liberté de ton, leur liberté d'initiative, mais aussi dans le respect de la tradition, dans le respect de la manière dont les choses se font. Et je pense que ce qui est important, c'est que, alors, par exemple, je donne un exemple ne serait-ce que sur Paris, il y a beaucoup de mouvements de jeunesse, en fait, qui se créent, qui transcendent toutes les juridictions. Par exemple, le Festival de la jeunesse orthodoxe en Île-de-France, qui aujourd'hui fait un peu des bébés un peu partout. C'est une logique où c'est des jeunes qui transcendent en fait toutes les juridictions. C'est des Russes, c'est des Roumains, c'est des Français d'origine, de souche, c'est des Arabes qui se retrouvent par exemple une fois par mois pour célébrer les vêpres ensemble le soir, pour discuter de l'Évangile, méditer un peu sur l'Évangile et d'essayer de voir dans leurs travaux respectifs professionnels, sociaux, comment ils peuvent aider, pas seulement au rayonnement de l'orthodoxie, mais au rayonnement du Christ, quelque part. Donc témoigner, dans la logique de venir leur épanouissement spirituel, tout à fait. Tout personnel, ce que vous disiez tout à l'heure. Tout à fait. Moi, ce que je trouve essentiel, et c'est un point d'équilibre très important dans le vécu de la foi de chacun de nous, je veux dire, quel que soit l'âge, la jeunesse ou pas, c'est le point d'équilibre entre la dimension institutionnelle de l'Église et la dimension visionnaire. Si on accentue beaucoup sur la dimension institutionnelle, parfois on oublie la dimension visionnaire. Et si on oublie trop la dimension visionnaire et prophétique de l'Église, on risque de bousculer l'institution. Les deux dimensions sont très importantes. Donc la christologie et la pneumatologie, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et c'est les deux qui doivent aller de pair. Et je pense que ça, c'est très important. Et parfois, dans nos pays d'origine, il y a beaucoup de mouvements de jeunesse orthodoxe, mais qui transcendent les âges, je dirais, les générations, parce que la jeunesse, c'est la jeunesse du cœur, c'est pas forcément la jeunesse de l'âge, qui reste un peu dans cette logique, un peu de mouvement, d'une église en mouvement, qui est dynamique, et non pas figée dans l'institution. En ce temps pascal, je voudrais vous faire écouter le tropère de la résurrection que vous nous avez donc amené. Je voudrais faire écouter ce tropère à nos téléspectateurs. C'est votre langue? Ça, c'est l'arabe, tout à fait. Oui. Absolument. Ça, c'est le tropère ça, c'est la bénédiction d'ouverture. C'est le prêtre qui bénit l'ouverture, en fait, du commencement des matines, à la fin des matines de Pâques. D'accord. Et là, ils vont commencer à chanter le tropère de la résurrection. Je vous laisse nous traduire le. Alors ça, c'est le tropère, en fait, c'est la fête des fêtes, c'est Pâques. Et Pâques, c'est le point culminant, je dirais, de la vie annuelle de tout chrétien. Et c'est le tropère de la résurrection qui est très court, qui dit « Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. » Donc là, on va l'entendre en arabe, il sera par la suite un peu en anglais, et puis en français. Vous avez ramené une petite prière d'Olivier Clément sur la résurrection? Tout à fait. On a fait la première journée de l'orthodoxie en 2001. Oui. C'était une journée en fait qui rassemblait un peu tous les orthodoxes de France. Quand est-ce qu'il est mort, Olivier Clément, précision? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et donc il avait clôturé un peu une rétrospective. Et il a clôturé son intervention en disant « Est-il vrai que le Christ est ressuscité ?
Ou sommes-nous des menteurs qui se contentent de bien chanter? C'est le chant. Si le Christ est vraiment ressuscité, un peu en nous aussi, si peu que ce soit, alors soyons assurés que quelles que soient les difficultés, l'amour et l'intelligence vaincront. Et donc c'est des paroles qui restent prophétiques, visionnaires et réelles. Parce que la foi, c'est du vécu réel. C'est la foi vivante. Il faut pas l'oublier. Parfois, on a tendance en fait à figer la foi dans des traditions avec un petit T qu'on hérite et qu'on transmet comme un héritage. Alors que c'est une foi vivante qui doit être transmise. Merci pour cet entretien que vous nous avez accordé, qui nous permet de mieux connaître la réalité de votre belle Église orthodoxe. Je vous souhaite une bonne fin de Semaine Sainte et puis une très joyeuse fête de Pâques, ainsi qu'à tous les orthodoxes. Beaucoup. À vous aussi, à tous les chrétiens de France. Et c'est une occasion de manifestation commune de la résurrection. Un grand signe d'unité. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai demain la grande joie et le grand honneur de recevoir Monseigneur Emmanuel, métropolite de France, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous.